Rebonjour à tous, j'ai pris la place de vos intervenants juste pour vous introduire nos deux intervenants qui vont prendre la parole juste maintenant, mais qui eux sont à distance. Nous avons la chance aujourd'hui d'être rejoints par deux Romains, un qui est dans l'équipe d'Addingwell et un autre dans l'équipe de Track Analyse. Donc je vais vous laisser se présenter et aujourd'hui ils vont discuter avec nous de data marketing et ils vont vous donner les grandes tendances à suivre pour l'année à venir. Voilà, je vous Top. laisse. Eh ben, merci Wilma. Juste comme nous, on est à distance, je vais juste faire un check son si tout est OK. Et vous me dites dans le chat si c'est OK. Et Romain, je te laisse allumer ta caméra normalement. Tu as un petit bouton pour ça et on pourra faire un petit check J'essaye actuellement. là-dessus. OK, bah super. En tout cas, ravi de rejoindre la journée du data marketing pour la deuxième fois. Et merci Wilma pour l'orga et Wizali. C'est toujours un plaisir. On va pouvoir démarrer, se présenter. Et au pire, Romain, on va le faire comme ça. De toute façon, le plus important, c'est le discours et les slides. Et si vous voulez voir la photo de Romain, vous le retrouverez sur LinkedIn ou sur cette slide ici. Le challenge qu'on a pris avec Romain ce matin, résumer les 5 plus grosses tendances de 2024 en 25 minutes. Et donc, ce qu'il y a à faire, ce sur quoi il faut s'inquiéter ou ce sur quoi il faut se méfier. Pour les présentations, donc moi je suis Romain Barthes, celui de gauche, je suis le CEO de Addingwell et l'un des cofondateurs et je suis accompagné d'un super partenaire d'Addingwell qui est Track Analyse, représenté par Romain, son fondateur. Track Analyse qui travaille sur tous vos problématiques d'intégration, de mise en place de tous ces sujets analytics, attribution, server-side et tutti quanti. L'idée et les 4 tendances qu'on va pouvoir vous résumer, on a décidé d'en faire un petit gimmick en se disant: «OK, j'ai une année à prévoir, on est en janvier, ça tombe très bien. Qu'est-ce que je fais cette année en matière de data?» Eh bien, on vous propose un sujet par quarter de façon à le faire doucement mais sûrement et de se dire: «Bah tiens, en 2024, je suis OK sur ma data et en plus, j'ai avancé et j'ai pris en maturité». C'est un petit peu ce qu'on va vous proposer. Quels sont les challenges? Como, Consent Mode V2, gros sujet de Q1 qui est arrivé et que tout le monde n'avait pas anticipé et sur lequel il est urgent de s'en inquiéter. C'est Romain qui va nous présenter un petit peu ce point-là. Q2, c'est la fin des cookies tiers sur Google Chrome. Ça, je pense que ça fait déjà un moment qu'on en parle, mais on va refaire le point sur ce qu'il faut faire et ce sur quoi il faut faire attention. Q3, le sujet The Privacy Sandbox, qui est la réponse à la fin des cookies tiers pour le monde publicitaire. Et le sunset d'UA, Universal Analytics 360. Oui, effectivement, il y a encore des gens qui ont accès à Universal Analytics. Il faut savoir qu'il faut se méfier et se préparer à ça. Et Q4, on avance sur la data, cap sur l'enrichissement. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus et avec quoi on peut s'amuser? On va aborder les sujets, les survoler puisqu'on n'a que 25 minutes. Vous avez des questions dans le chat et après effectivement, c'est l'idée aussi un peu de cette journée. Si vous avez des besoins plus spécifiques par rapport à vos business, vous pouvez nous envoyer des emails. On se fera un plaisir avec Romain de vous répondre à vos questions. Romain, je te laisse la parole sur le premier sujet, celui qui est peut-être le plus inquiétant. Et donc, on voulait le traiter bien évidemment tout de suite pour mettre ce sujet en Q1 derrière nous. Et en plus, on a une date fatidique à fin mars. Je te laisse la parole. Parfait, merci Romain. Bonjour à tous. Désolé pour la webcam, j'arrive pas à la faire fonctionner. Et je vais te laisser la main sur les slides parce que j'ai pas la main non plus, Romain. Ouais, OK. Alors, donc c'est le sujet du moment, comme disait Romain. Je pense que vous en avez forcément entendu parler. Donc on a une nouvelle loi, la DMA, qui arrive en application en mars 2024. Alors cette loi-là, elle n'a pas vocation à avoir un focus uniquement sur le consentement, même si c'est là-dessus, sur ce point qu'on va parler ce matin. Mais l'objectif de cette loi-là, c'est de venir abolir les positions dominantes alors des gatekeepers, mais on pourrait dire plutôt des GAFAM, de manière générale, en rajoutant TikTok, sur le marché européen. Pour répondre à cette nouvelle loi, Google a décidé, entre autres, il y a un grand listing de mesures qui a été pris par Google, mais entre autres, on a un plus grand contrôle des données envoyées vers les différentes plateformes de Google, et notamment Google Ads, Google Analytics, et toutes les plateformes comme DV360, Campaign Manager, etc. Ce nouveau standard, c'est le Google Consent Mode. Alors, c'est pas quelque chose
De nouveau, dans le sens où le Google Consent Mode, ça fait 2 ans que ça existe, on viendra juste après, mais il y a une évolution qui date de décembre dernier. Et Google Consent Mode, il permet de communiquer à Google les choix de consentement de l'utilisateur, mais également faire de la modélisation. La modélisation des utilisateurs, enfin, des données d'utilisateurs qui n'ont pas accepté le consentement. On reviendra également sur ce point juste après. Alors, comment ça fonctionne? En fait, le consent mode, c'est quelque chose qui va venir se greffer à votre plateforme de gestion de consentement et qui va venir communiquer des états de consentement. De base, on a 2 paramètres, qui sont Ad Storage et Analytic Storage, qui vont venir granted, denied. En gros, l'utilisateur accepte les cookies à destination publicitaire, le Ad Storage est en granted. Il accepte les cookies à destination de l'Analytics, Analytic Storage est en granted. Si à l'inverse, on a du denied. Donc en gros, ça va venir ajouter un chapeau sur votre CMP pour venir communiquer à Google le choix réalisé par l'utilisateur. Ensuite, on a 2 nouveaux paramètres qui sont la nouveauté du V2, c'est d'ajouter de la granularité. On a depuis maintenant quelques années, je dirais un peu moins de 2 ans avec les évolutions sur iOS et la projection sur la fin des cookies tiers, toutes les plateformes qui vous demandent des données utilisateurs, notamment l'adresse email à minima, le numéro de téléphone ou autre en haché. On va pouvoir ajouter une granularité grâce au consent mode V2 en disant à Google, certes, il y a consentement sur la partie suivi publicitaire, certes, il y a consentement sur la partie suivi analytique. Par contre, l'utilisateur n'a pas accepté que j'envoie ses données utilisateurs, son adresse email par exemple. Et il n'accepte pas non plus on envoie des données à des fins de remarketing. Et donc, on va pouvoir ajouter cette granularité. Ça va pas venir bloquer des tags en tant que tel, ça va venir envoyer l'information à Google de ne pas traiter ces informations. Alors, à voir aussi, pareil, une nouvelle fois, on parlera après, on n'est pas DPO, on n'est pas avocat, donc toujours vous renseigner par rapport à ces paramétrages-là avec votre DPO sur comment les configurer. Comme je disais, le Google Consent Mode, ça existe depuis 2 ans dans sa version V1. Et même s'il y a des nouveaux paramètres qui rentrent en ligne de compte, le fonctionnement du Consent Mode, il ne change pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu 2 versions du Consent Mode. On a le mode basique. Alors, le mode basique, on l'aborde juste après. Et le mode avancé. Je peux passer à la slide d'après, Romain. Le mode basique, en fait, ça va pas venir modifier le comportement de votre CMP. En gros, on est sur quelque chose de simple. L'utilisateur accepte les cookies, on déclenche les balises. L'utilisateur refuse les cookies, on déclenche pas de balises. L'intérêt donc, c'est de communiquer à Google et d'assurer à Google qu'il y a bien eu consentement. Donc forcément, la donnée qu'on va envoyer à Google sera forcément positive, sauf si l'utilisateur a fait un choix assez granulaire. Mais dans l'idée, on va envoyer à Google que l'utilisateur a bien donné son consentement. Et on a accès à une modélisation, qui est une modélisation sur un modèle général, donc qui va permettre d'avoir des données modélisées sur les utilisateurs qui refusent le consentement uniquement dans Google Ads. Donc c'est assez limité, mais au moins vous êtes sûr de vous mettre votre DPO dans la poche avec ce fonctionnement-là, parce que dans l'idée, vous modifiez pas le comportement de votre CMP. Le deuxième mode, il est beaucoup plus controversé aujourd'hui. Il n'a pas été validé par la CNIL. Alors, officiellement, il n'a pas été invalidé non plus. La différence entre les deux, c'est que là, on va jouer sur le comportement de la CMP. Dans l'idée, que vous utilisiez Acceptio, Didomi, Cookiebot ou autre CMP ou SourceData, vous devez conditionner les tags au choix de l'utilisateur. Ce qu'on va faire avec le mode avancé, c'est qu'on va plus conditionner les tags de Google Ads et de Google Analytics. Et c'est les différents signaux Analytics Storage, Ad Storage, Ad Personalization et Ad User Data qui vont faire un arbitrage côté Google. Quoi qu'il arrive, on déclenche. Et derrière, en fonction du choix de l'utilisateur, Google va venir activer un mode anonyme dans la requête ou envoyer les données de manière classique.
Ça pose quand même certaines problématiques. Alors bien entendu, dans l'avantage, on va récupérer beaucoup plus de données parce qu'on va avoir accès à une modélisation de ces données-là. On va pouvoir avoir, par exemple, dans Google Analytics, des données sur les utilisateurs qui n'ont pas consenti et donc avoir une donnée plus exhaustive. Alors Google estime qu'on récupère à peu près 65% des données non consenties. Donc ça veut dire que si on a 80% de taux de consentement sur son site, bah, sur les 20% restants, on va potentiellement en récupérer 65, donc c'est pas négligeable. L'inconvénient à ça, comme je le disais, c'est pas validé par la CNIL. Et pour cause, quand on donne pas le consentement, Google va quand même récupérer le user agent, donc les données matérielles de l'utilisateur, et l'adresse IP. Donc c'est assez touchy quand même, sachant que ces deux notions-là, elles rentrent dans la notion de traceur et cookie par la CNIL, notamment le user agent qui permet de faire du fingerprinting, puis l'adresse IP de l'utilisateur est considérée comme une donnée personnelle. Donc c'est là où aujourd'hui le Google Consent Mode est extrêmement controversé, et on peut tenter des modèles hybrides. Alors c'est-à-dire qu'on peut se dire, certes j'active le Consent Mode en mode avancé, mais je vais venir y appliquer certaines modifications. Alors, une nouvelle fois, on n'est pas DPO, on n'est pas responsable juridique, on n'est pas avocat, donc on ne peut pas vous dire ce modèle, cette construction de données-là, elle est valide au niveau de la CNIL. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, on met en place des actions pour essayer de répondre au cahier des charges au niveau des traceurs et cookies de la CNIL. Donc, ce principe-là, en fait, c'est d'utiliser un serveur de tracking, donc typiquement GTM server-side avec Addimwell. Quand on va envoyer l'information via la balise Google Tag vers le serveur, donc va partir le user agent, va partir l'adresse IP, et on peut venir mettre du conditionnement en disant dès lors que l'utilisateur il est en dénid, donc dès lors qu'il a refusé le consentement, alors on peut supprimer l'adresse IP. Alors on peut supprimer le user agent. Aujourd'hui, on n'a pas assez de recul, par contre, pour savoir quel sera l'impact sur la modélisation de données. On sait qu'en supprimant l'IP, on peut continuer à avoir de la modélisation. C'est pas encore ultra clair sur le user agent. Donc ça demanderait aussi des périodes de test, mais en même temps, on n'a pas encore assez de recul sur ces mises en place-là. Top. Du coup, c'est le gros sujet en termes de date clé. On est à fin mars hein, sur au Mm. moins le consent mode basique. Sinon, effectivement, les campagnes Google Ads ne seront plus populées sur les sujets de personnalisation et de retargeting. Donc, c'est un sujet qui est important pour vous. Les CMP ont pris ce sujet-là. Hein. La plupart des CMP le mettent un peu classique et de façon standard. Sur la partie avancée, bah, c'est un sujet qu'il faut suivre. Il faut suivre aussi la position de la CNIL hein, si un jour ils prennent position sur le sujet et avancer. Ici, on a introduit la notion de server-side. Bah, c'est effectivement un des gros sujets aujourd'hui. Hein. Q2, c'est l'enfin fin des cookies tiers. Hein. Ça fait 2 ans que Chrome va rejoindre la plupart des navigateurs sur la fin des cookies tiers et donc il est aussi urgent de se prémunir de ces éléments. On est hébergé aujourd'hui par Wizali. Wizali a comme mission la mesure et effectivement, bah, tout ce qui n'est pas mesuré n'a pas eu lieu. C'est important pour vos campagnes marketing. L'autre sujet, c'est de se dire bah, comment je peux continuer la mesure dans un monde sans cookies, sans cookies tiers principalement. Le changement, il est opéré par tout le monde. Hein. La plupart des navigateurs ne veulent plus être responsables de votre tracking. Côté annonceur, vous avez tous normalement un DPO qui a besoin de savoir exactement ce qui est fait en matière de tracking. L'IT en a assez du marketing qui pose des tags partout sans être concerné entre guillemets par l'impact sur la web performance. Et de l'autre côté, les géants de la pub vous disent mais attendez, nous on est 2 fois meilleurs dès qu'il y a de l'algorithmie. Pour de l'algorithmie, il faut nous envoyer un maximum de data. Sauf que c'est de plus en plus compliqué d'envoyer de la data sur les géants de la publicité. Et donc l'idée, c'est de se dire que le changement est important à accepter puisqu'il va aller dans le sens de tout le monde. Maintenant, il faut savoir comment s'y prendre. C'est quelque chose qui a démarré et ça, effectivement, des fois, c'est un rappel. On a l'impression que c'est Google qui va déterminer la fin des cookies pour la planète. C'est faux. Google décide pour Google Chrome. Et en fait, ici, je vous remets cette frise-là, mais en fait, ceux qui avaient oublié, mais il n'y a plus de cookies tiers sur Apple et iOS depuis 2018.
et vous pouvez le mesurer tous les jours, hein, les campagnes de retargeting, Criteo, et tous ces acteurs-là sont beaucoup moins performants depuis qu'ils n'ont plus accès au reach Apple et iOS et effectivement, c'est ce qui va se passer sur Google Chrome. Entre 2, on a Firefox, Brave et Edge également, qui, limitent, cette logique-là. Donc c'est toujours important, donc Chrome, en fait, rattrape son retard, sur le sujet de la fin des cookies, mais à partir du moment où il passe le cap, on aura quasiment 100 de votre trafic qui ne pourra plus être traqué, par des cookies tiers. Cookie tiers sur ces éléments, si je prends Apple, c'est le seul qui va très loin en matière de restriction des cookies, c'est-à-dire plus de cookies tiers depuis 2018. Sur un cookie first party comme celui de votre analytics généralement, déposé, il a une durée de vie soit de 7 jours, soit de 24 heures. Ça dépend un petit peu du niveau de tracking de votre cookie et même les cookies first party, server side, ont une durée de vie de 7 jours, maximum, sur ces éléments-là. Alors, je vous rassure, avec Addingwell, on est capable d'aller beaucoup plus loin que ça, mais c'est important d'avoir, les, éléments au niveau du cookie. Chrome n'intègre qu'une résolution sur la partie, cookie tiers. Pour ceux qui se posent des questions sur qu'est-ce que ça impacte le cookie 7 jours sur Safari, bah, vous allez dans votre outil Analytics, beaucoup utilisent, GA, d'un côté. Un visiteur visite 2 fois votre site internet, mais laisse 7 jours sans visiter votre site. Dans votre analytics, ce sont 2 users. On parlait ce matin beaucoup d'identifier les nouveaux clients ou les nouveaux users. Bah, si vous perdez votre identification tous les 7 jours, bah, tous les 7 jours, on considère que c'est un nouveau client. Ça, vous pouvez le regarder, allez dans votre analytics, comparez votre taux de nouveaux users Safari versus taux de nouveaux users Chrome. Vous verrez qu'il y a, un gap entre les 2 et bah, ce gap, c'est la suppression des cookies first sur Apple. Ça a donc des conséquences sur la qualité de données collectées. Attribution, personnalisation votre site, A/B test, hein. Vous avez des clients qui vont voir la version A et la version B, de vos tests, les campagnes d'abandon de panier, enfin bref, tout ce qui permet d'identifier et de maintenir une identité sur le temps. Ça, c'est le point qui est vraiment, spécifique à Apple, et iOS. Pour le reste, c'est la fin des cookies tiers et donc dès lors que vous avez un partenaire qui a besoin de comportement de votre site web, si vous tirez un fil entre le navigateur de l'internaute et votre partenaire, client side, c'est-à-dire dans GTM ou dans Tag Commander, en version client side, vous avez des éléments qui sont liés à vos contraintes AdBlock, Safari, Firefox et Chrome. Et donc l'idée du server side, c'est pas si complexe à comprendre, c'est juste de se dire que effectivement, on l'a vu tout à l'heure, on a besoin de changer la responsabilité du tracking vers une plateforme tiers, de façon à répondre à l'intégralité des enjeux qu'on avait vus. Et l'idée du server side, c'est de faire ceci, c'est de se dire, OK, on va en first party être capable pour un annonceur de transmettre les informations sur une plateforme extérieure. C'est le métier d'Addingwell. On est un des leaders sur le sujet de la partie server side. Et on va utiliser votre conteneur Google Tag Manager, non plus dans le navigateur, mais sur une plateforme extérieure. Et là, on va pouvoir rebrancher tous vos copains du média, de l'analytics, du data warehouse, du CRM. L'idée aussi, hein, c'est qu'on parle beaucoup du server-side pour Facebook CAPI, conversion API, mais ici, l'idée, c'est de se dire, OK, il est vraiment important de pouvoir derrière alimenter l'intégralité du marché et d'utiliser les bons éléments. Ça, c'est un énorme sujet à adresser sur Q2, puisque c'est celui qui va vous permettre de continuer à mesurer, réaliser des performances sur les réseaux sociaux, les wall gardens, avoir de la donnée de qualité dans vos outils et on verra que la plupart des éditeurs de logiciels que vous utilisez au quotidien vont vous inviter à utiliser leur tag server-side demain. Ça, c'est votre gros enjeu Q2. Certains l'ont déjà démarré. Si vous l'avez démarré, souvent on l'a fait pour GA et Facebook. N'oubliez pas que vous avez des campagnes sur Pinterest, sur Snap, sur Google Ads et ce qui est bon pour Meta est bon pour les autres. Et donc, essayez de ne pas vous limiter simplement parce que votre agence de social ads vous a invité à brancher Capi. Pensez que chaque euro investi doit demain être traqué côté serveur, sinon vous allez avoir des problèmes de ROS. Ça, c'est vraiment le point de Q2 qui va être central et largement abordable puisque le sujet server-side se passe quand même relativement simplement depuis qu'on a des outils comme GTM Server-Side ou Addingwell pour vous accompagner sur ce point. Q3, c'est les vacances. Donc, on a pris un sujet un peu plus d'éducation, d'éveil, de sens et sur lequel il y a encore beaucoup de choses. Juste avant, je vois un élément sur la partie Adblock. Oui, effectivement, sur Adblock, on est capable de passer et de bypasser l'intégralité des adblockers
dont uBlock, AdBlock, même Firefox Strict ou Ghostery. Ce sont des sujets qui, là d'ailleurs, sont pas que server-side, ils sont aussi sur l'exécution des JS côté site web. Mais ça, s'il y a besoin un peu plus d'infos ou d'études, on a fait des études sur des clients, faut pas hésiter à nous les demander. Je disais Q3, on a tous besoin d'être un peu au soleil et de se poser. Donc, on va prendre des sujets de culture et suivre les deux gros éléments, Privacy Sandbox, qui va être aussi lié à la fin des cookies tiers. Très rapidement sur ce point, Google a lancé il y a quelques années The Privacy Sandbox, qui est un endroit de collaboration entre les éditeurs du monde publicitaire et les équipes de Google et d'autres développeurs, dans le but d'élaborer des technologies pour respecter la confidentialité des informations tout en permettant le ciblage publicitaire. C'est quoi l'objectif central et que j'ai mis au milieu? C'est la mission. Alors, on pourrait presque penser que Google est devenu une ONG, mais c'est de garantir l'open Internet, la gratuité du web, puisqu'effectivement, si le web est gratuit, quand vous allez sur allociné.com, c'est principalement parce que les gens sont payés grâce à la publicité. Si on ne peut plus cibler, si on ne peut plus faire de publicité, on en revient à des médias traditionnels et donc l'internet va soit s'appauvrir ou soit devenir payant. Et deuxième élément, c'est un gros projet de collaboration. Il y a 3 choses dont on a entendu parler côté The Privacy Sandbox. Le premier, même s'il est mort-né, c'est l'API Flock. L'idée était de remplacer les cookies tiers par une API qui permettait de cibler des utilisateurs par cohort, par groupe d'individus similaires, des fameux lookalike. Les tests qui ont été faits par des publicitaires, je sais qu'il y a Envoice, je crois, qui intervient aujourd'hui, qui est à fond sur le sujet, pourra vous en dire plus, mais les résultats n'étaient pas au rendez-vous et donc effectivement, le marché a laissé tomber cette techno. On va beaucoup entendre parler à partir de juillet de Topics API, qui est là le ciblage qui est en train d'être déployé par tout le monde sur la partie display programmatique. C'est qu'on cible plus un individu pour ce qu'il est, mais on cible un individu par rapport à ses centres d'intérêt. Et donc Google va créer des groupes d'intérêt limités dans lesquels il y aura des groupes d'individus. Et donc vous allez passer d'un ciblage individuel à un ciblage par centre d'intérêt. Et donc il va falloir trouver les bons centres d'intérêt par rapport à vos business pour que votre plateforme de programmatique puisse utiliser cette API et travailler vos enchères médias. Et le dernier, alors je pense que Wizali a encore plus d'infos que nous sur ça, mais c'est l'API d'attribution. L'API d'attribution, c'est pareil, c'est d'être capable de rattacher plus de données de parcours de conversion sur un achat réalisé par un internaute. Il y a un des gros sujets qui va vous intéresser sur ce point-là, c'est le post-view sur Google Ads. On n'aura pas du post-view déterministe, on parlera bien de probabilité ou de modèle probabiliste, mais en réalité, là où Wizali a travaillé sur des algos post-view pour les wall gardens type Facebook, eh ben, il y aura potentiellement la même chose sur la partie Google Ads et donc plus de data pour aller embellir et décider sur vos parcours de conversion. Voilà les 3 gros sujets à surveiller sur The Privacy Sandbox. Et on dit aussi au revoir à Universal Analytics définitivement, puisque si vous êtes en version premium, GA 360, vous aviez 1 an de répit avant votre migration totale GA4. Et donc là, n'oubliez pas, ceux qui veulent historiser les données, contactez votre agence de data pour sauvegarder les datas sur BigQuery, vous faire des lookers et ce genre de choses. Après le 1er juillet, c'est terminé, vous n'avez plus accès à la data. Et formez vos équipes. Tous les jours, on voit des gens qui ne savent pas utiliser GA4 et donc on voit le verre à moitié vide, tout ce qu'il n'y a plus dans GA4, mais on oublie qu'il y a aussi plein d'opportunités dans GA4 et donc effectivement, on commence à avoir une bonne expertise sur le marché par, alors je dis on, pas nous, mais des consultants ou Romain ici fait partie des gens qui utilisent bien GA4, donc n'hésitez pas à former vos équipes, ça les aidera à être performants demain. Voilà sur Q3 et ensuite on part tous en vacances et on revient avec Q4 avec plein de nouvelles sur lesquelles effectivement sur les dernières minutes, on vous présente aussi des opportunités dans vos business et des opportunités de ROI. C'est exactement ça. Si on regarde bien sur les 2 dernières années, on se retrouve en fait avec beaucoup de contraintes. Alors, je sais pas si tu peux passer à la slide suivante, Romain. Pardon, je t'ai oublié. En fait, on sort de 2 années avec beaucoup de contraintes. Alors, à date, ces 2 dernières années, mais en plus de ça, bon, quand on sera arrivé à Q4, on sera à bien 2 ans et demi. Alors, il y a eu l'illégalité de GA4. La manière de le rendre légal était la proxification. Puis en juillet dernier, GA4 et Universal Analytics sont redevenus légales aux yeux de la CNIL et aux yeux de l'Union européenne.
On a eu la fin d'Universal Analytics qui a agité l'année 2023, la migration vers des solutions comme GA4 en grande partie, mais d'autres solutions tierces comme Piano, Piwik, Matomo, etc. On a la fin des cookies tiers qui est en marche depuis le 6 janvier sur Chrome. Toujours plus de blocages sur Safari et iOS. Alors, on a vécu il y a 2 ans iOS 14.5, il y a eu la mise à jour des blocages sur iOS au mois de mars dernier avec iOS 16.4. Et puis, en ce moment, on en a parlé tout à l'heure, la mise à niveau du consentement avec le Google Consent Mode. Ce qui fait que tous ces sujets-là, que j'aborde avec mes clients, ça génère forcément beaucoup de setup, beaucoup d'installations, mais sont des changements qui sont subis, qui sont souvent frustrants même, parce qu'on se retrouve toujours à courir derrière la montre. C'est pourquoi, sur Q4, on vient vous présenter en fait des opportunités, parce qu'on juge que normalement tous ces setups d'adaptation seront derrière nous. Alors on n'est jamais à l'abri de surprise, mais on se dit qu'on va enfin pouvoir piloter notre tracking et notre analytique. Alors, cap sur l'enrichissement, ça peut donner des use cases comme l'import de données offline, l'ajout de données utilisateurs et sujet que j'aime particulièrement aborder, le pilotage des campagnes d'acquisition à la marge. Donc si on parle d'import de données offline, l'intérêt, ça va être de venir enrichir vos algorithmes publicitaires de données qui ne sont pas présentes sur votre site web. Donc on peut parler par exemple d'un SaaS qui a de la récurrence avec ses clients. On peut parler d'un site de génération de prospects qui certes vient les prospects viennent remplir un formulaire sur le site, mais derrière il y a toute une qualification et une vente qui se fait par des sales. On peut penser aussi à un e-commerce qui vend derrière des produits en one shot, mais aussi par abonnement. À date, on peut, avec des outils comme HubSpot, Salesforce, avoir des intégrations qui vont être natives avec plus ou moins de produits. L'intérêt de venir utiliser une solution comme GTM Server-Side, je sais pas si tu peux passer à la slide d'après, Romain, ça va être de venir centraliser le tracking online, mais également le tracking offline. Donc, on peut partir de son CRM, de son ERP, de n'importe quelle solution, de son back-office e-commerce, et venir envoyer des hits vers le serveur, comme on le ferait pour de GTM Client-Side vers GTM Server-Side, par exemple, pour votre Facebook API, et activer justement Facebook API, activer justement du TikTok API, du Pinterest API, et envoyer des informations supplémentaires. Donc typiquement, l'utilisateur, certes, il avait rempli un formulaire, mais derrière, il a acheté. Donc j'ai envie de créer une audience, j'ai envie de créer une conversion pour la transformation finale. Ça vient donner des meilleurs signaux aux algorithmes parce que vous allez plus optimiser uniquement pour des formulaires remplis, vous allez optimiser vos algorithmes pour des clients. Et vous allez venir faire en sorte d'aller chercher de nouveaux clients sur base des utilisateurs qui remplissent ces audiences-là. Donc c'est beaucoup plus efficace que de venir seulement optimiser vos campagnes sur des signaux un peu plus faibles. Et l'intérêt d'un GTM Server-Side, c'est une nouvelle fois avoir un hub total de centraliser ce qui se passe en online, en offline, à des fins publicitaires. Il y avait la question tout à l'heure chez Astéroïde pour se dire est-ce que les campagnes offline peuvent être prises? Voilà le schéma qui vous permet de le faire et effectivement ces fameux endpoints vont vous permettre de toucher le Graal de l'attribution omnicanal par exemple pour les campagnes Facebook et autres. On prend l'exemple de Facebook mais c'est valable pour tout le monde. Exactement. Et d'autant que Facebook a simplifié ses envois de données offline en centralisant un seul et même Conversion API depuis juillet dernier. Donc voilà, l'objectif de Facebook, de toute façon, c'est pousser vers l'import de données offline. Et c'est la même chose pour un Google Ads, c'est la même chose pour les autres plateformes. Carrément. Je me fais Autre use case. Ouais. Romain, je me fais le petit timekeeper, sinon Willmal va nous rouspéter. Ah oui. Et du coup, il nous reste 2 petites minutes, mais comme ça, vous aurez le on va aller sujet. très vite. Autre sujet, l'ajout de données utilisateurs. Alors vous avez 2 solutions, soit vous ajoutez les données utilisateurs dans le data layer, mais accessible, soit vous allez venir enrichir vos données côté serveur, donc beaucoup plus opaque dans le bon sens du terme. Et donc, vous allez pouvoir ajouter des données d'identité donc pour améliorer l'attribution, l'apprentissage des algorithmes, donc des adresses email, des numéros de téléphone,
pouvez ajouter des données d'historique d'achat. Donc ça, c'est vraiment la tendance que j'installe de plus en plus chez mes clients. C'est pour distinguer les nouveaux clients des anciens clients. Donc en termes de business, c'est pour éviter de repayer des clients existants, donc d'optimiser l'algorithme pour aller chercher de nouveaux clients. Et puis ajouter des données de LTV pour optimiser la recherche de clients à forte valeur d'achat ou de repeat. Et dernier sujet qu'on peut aborder, c'est le pilotage des campagnes à la marge. Alors, le chiffre d'affaires, c'est pas synonyme de votre rentabilité. Pourtant, tout le monde pilote aujourd'hui au chiffre d'affaires, tout le monde ou presque, dans les campagnes d'acquisition. Euh, le problème, c'est que mettre sa marge ou son prix d'achat dans le data layer, ça expose quand même pas mal. C'est-à-dire que n'importe qui peut connaître votre rentabilité, vous n'en avez pas forcément envie. Et donc l'intérêt d'un setup server-side, ça va être aussi d'aller chercher en temps réel, en stockant sur une base de données type Firestore, d'aller chercher en temps réel le prix d'achat, d'aller calculer la marge en retirant les discounts, etc. Et d'envoyer aux plateformes publicitaires non plus le chiffre d'affaires, ou l'envoyer mais en faisant une deuxième conversion en parallèle, et donc d'envoyer la marge sur vente, et donc vous optimiser derrière vos campagnes pour aller chercher de la rentabilité et non plus seulement du chiffre d'affaires. Et en termes de setup, ça demande un setup GTM server-side, un accès à Firestore qui est grandement facilité par les équipes d'Honeywell. Et puis derrière, forcément, une base de données Firestore où on a les ID produits et les prix d'achat. Et en temps réel, on va venir aller chercher les informations euh, pour les ID produits achetés de la marge des produits. Donc c'est vraiment des use cases qui sont ultra excitants. Comme je dis souvent, avec ces cas d'usage-là, on est encore à l'avant du train parce que on est vraiment sur des choses qui sont assez avant-gardistes dans le tracking, mais qui vont se répandre de plus en plus. Et pour ma part, je trouve ça beaucoup plus excitant de travailler ce type de use case-là que toujours être à la traîne au niveau du consentement, au niveau des cookies, au niveau de l'implémentation du contournement des adblockers et autres. Donc il y aura quand vous êtes arrivé au bout de ces sujets-là, vous dites encore qu'il peut y avoir des opportunités, mais qui vont avoir un impact positif sur votre business. Canon. Eh ben, merci Romain. Et puis effectivement, ce Q4 ouvre vraiment les opportunités et plus de ROI en quelques résumés Q1, consent mode, passage vraiment obligatoire et prenez ce sujet-là, sinon vous allez avoir des problèmes sur Google Ads. C'est souvent 50 à 60% de votre budget marketing. Q2, mon passage en server-side est acté. Q3, j'écoute ce qui se passe sur The Privacy Sandbox. Et Q4, effectivement, c'est la période de Noël. J'augmente mes dépenses marketing. Et ben, autant bien les augmenter avec ces petites optimisations et les petites nouveautés. Wilma, si je peux me permettre, il y a une question qui est hyper importante, c'est le sujet de Thomas. Je me permets d'y répondre en 1 minute. Bien sûr, de toute façon, Ah, il y a un écho, désolé. Vas-y, dis-moi. Mais tu m'as dit bien sûr, alors je me... Oui, non, mais en fait, on est tous en retard aujourd'hui parce que nos intervenants ont des contenus de qualité. Donc, du coup, il y a des questions. Donc, on peut un peu être en retard. Donc, je vous en prie, répondez à 2-3 questions. Ouais, c'est cool, merci. En fait, elle est hyper importante parce qu'il y a ce sujet-là qui est, je répète, Thomas, du coup, les géants commencent à mettre des barrières limitant la mesure de requêtes server-side et que ça remet en question l'idée de privacy des internautes. Cette question, elle est à la fois hyper intéressante. Ce commentaire est, je trouve, aussi un peu dur, tant le web client-side correspond pour moi au Far West. C'est-à-dire que aujourd'hui, on donne la possibilité. Alors déjà, le premier sujet, c'est que server-side, il ne s'agit pas de faire des choses qu'on n'avait pas le droit de faire. Donc tout ce qui se passe côté serveur, c'est via le consentement, avec l'intégralité des informations pour réaliser ces points. Donc en fait, on transpose juste la techno de tracking, mais en réalité, il n'y a pas de changement légal ou de masquer des éléments. Par contre, moi, je suis partisan, donc ça nous regarde, et là je m'engage moi plutôt personnellement. Je considère que quand on exécute aujourd'hui le pixel de Facebook sur le site, on exécute un SDK.js du code qui ne nous appartient pas. Dans ce code, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas et aujourd'hui, on remplit les réservoirs de data de ces géants du web sans le savoir. Le server-side va vous permettre de contourner la fin des cookies pour les navigateurs. Mais en réalité, ce qu'on oublie de dire, c'est la gouvernance de la data. C'est que le server-side remet l'annonceur responsable de traitement et vous avez la main sur les sujets que vous décidez d'envoyer. Et donc, en fait, inversement, on a plutôt des sujets de privacy qui sont beaucoup plus forts côté serveur, parce qu'on a des clients, et on le voyait tout à l'heure avec Romain, tiens, je vais supprimer l'adresse IP parce qu'elle ne me sert à rien, et je sais qu'elle sert à Google, mais moi, je ne m'en sers pas.
Donc, par exemple, on a beaucoup de clients qui n'envoient plus du tout les IP aux partenaires, mais on n'envoie que les premiers octets. Ça permet de faire de la géolocalisation de l'internaute pour des campagnes locales, mais en aucun cas de savoir que c'est telle machine et de faire du fingerprinting. Et donc, en fait, moi, j'ai beaucoup plus d'exemples en accord avec la privacy. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on présente le sujet à un DPO, il est hyper heureux de savoir enfin où va sa data, pour quel traitement et dans quel objectif. Et du coup, moi, je suis plutôt en opposition avec le fait de dire ça. Pour moi, ceux qui disent ça, c'est qu'ils imaginent que dans le server-side, on fait quelque chose de pirate. Mais en réalité, aujourd'hui, les annonceurs ne veulent pas risquer 4% du chiffre d'affaires de leur boîte annuelle et donc elles font les choses assez clean. Et on a plus d'exemples positifs du server-side que de négatifs aujourd'hui sur les pixels. Ça, c'est un point qui est pour moi très important et je peux montrer plus d'exemples demain. Firestore, c'est un composant GCP qui est en fait associé à une base de données extérieure. C'est une base de données qu'on peut amplifier, enrichir et ce composant-là va vous permettre de faire des appels au moment du serveur pour enrichir vos données. Et ensuite, la stack technique de Olivier pour le offline, bah, ça dépend principalement de ce que vous avez chez vous. C'est-à-dire que ça peut être le RP, ça peut être le CRM, ça peut être l'outil de caisse. Tout dépend, des éléments que vous avez à disposition. L'idée, c'est toujours d'avoir une donnée d'identification, donc un email haché, par exemple, qui devient, aujourd'hui une bonne clé d'échange avec Facebook, et les informations de granularité. En tout cas, merci. Voilà, j'ai essayé de prendre les 3 dernières minutes, que Wilma nous a accordées. C'est top, pour la journée. Cet après-midi, il y a un sujet, fin des cookies tiers dans le monde publicitaire. Donc ceux qui veulent creuser The Privacy Sandbox, a priori, ça en parle cet après-midi. Et les 2 Romains, on est dispo sur LinkedIn ou mail, sans problème si vous avez besoin. Bonne journée à tous, bon courage pour les suivants et encore merci, Wilma pour leur regard. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre temps. Mais le Larsen, on va faire comme ça. Merci à vous pour votre temps et votre énergie. Et de toute façon, le replay sera disponible. Et si, comme l'a dit Romain, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les retrouver sur les réseaux sociaux ou sur leur site respectif. Merci beaucoup.